Il est 14 heures, bonjour et bienvenue sur LCP. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30, dans un instant le journal de la rédaction. Puis à 14h20, vous retrouvez Katia Guilder et Michael Zamès pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo pour commenter l'actualité de la semaine. Chantal Joanneau, la sénatrice UDI de Paris. Enfin à 15h, vous vivrez l'audition de la semaine face aux députés, réunion commune avec la commission de l'Intérieur du Bundestag en présence de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, sur les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de renseignement. Mais tout de suite, les titres du journal. Le Parti socialiste ouvre son congrès de Poitiers. Le mot d'ordre unité, rassemblement après le vote massif des militants pour le soutien au gouvernement. Le PS veut préparer les prochains scrutins, mais les frondeurs n'ont pas l'intention de rester en retrait. La Cour européenne des droits de l'homme a tranché. Arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielle de Vincent Lambert est conforme au droit à la vie tel qu'il est défini par la Convention européenne des droits de l'homme. L'arrêt très attendu valide donc la décision prise par le Conseil d'État français. Et puis, fin de semaine politique à gauche avec ce congrès socialiste à Poitiers. Un début de semaine marqué, lui, à droite entre le congrès fondateur des Républicains et une première réunion de l'opposition autour de l'islam hier. Des premiers pas du premier parti d'opposition avec quelques couacs racontés dans ce journal. Le congrès du Parti socialiste se tient ce week-end à Poitiers. Le mot d'ordre pour ce congrès, c'est unité et rassemblement. La motion majoritaire, emmenée par Jean-Christophe Cambadélis, dit qu'elle veut infléchir la politique du gouvernement sur certains points. Les enjeux de ce congrès, détaillés par Jean-Baptiste Daoulas. Un congrès soigneusement déminé en amont. Les militants ont déjà conforté le gouvernement et Jean-Christophe Cambadélis les 21 et 28 mai. À Poitiers, ne reste plus qu'à distribuer les places au Conseil et au Bureau national qui font office de Parlement et de gouvernement du Parti socialiste. L'enjeu du congrès est plutôt de déterminer une ligne claire pour le parti. La motion de Jean-Christophe Cambadélis rassemble depuis l'aile droite du PS jusqu'à Martine Aubry. Et les amis de la maire de Lille réclament le respect de toutes les inflexions économiques demandées par le texte. Avec mes amis, avec Martine Aubry, nous serons très vigilants à ce que ce texte ne soit pas mis dans un tiroir parce qu'il contient, je crois, les pistes et les mesures indispensables pour pouvoir réussir le quinquennat de François Hollande. Martine Aubry n'exclurait pas de prendre la parole samedi après Manuel Valls pour marquer sa différence. Des tiraillements observés avec gourmandise par les frondeurs qui n'ont pas perdu l'espoir de peser malgré un score sous la barre des 30%. Le fait que ceux qu'on appelle les frondeurs aient obtenu 30% des voix, le fait qu'une partie de leurs idées ait été aussi portée dans la motion de la direction par Martine Aubry ou d'autres figures du Parti socialiste, implique qu'on va chercher à infléchir la politique gouvernementale pour rassembler réellement l'ensemble des socialistes. Jean-Christophe Cambadélis a peut-être parlé un peu vite en évoquant la fin de la fronde au lendemain de son élection. Le retour de la loi Macron à l'Assemblée sera très discuté à Poitiers, avec des frondeurs toujours bien décidés à obtenir des concessions auprès du gouvernement. Alors avec nous en direct de Poitiers, Christophe Borgel, député socialiste de Haute-Garonne. Vous êtes un peu le monsieur élection au Parti socialiste. Donc première question toute simple, c'est quoi le climat, mis à part le beau temps que l'on voit à Poitiers, c'est quoi le climat pour ce congrès? C'est unité, rassemblement? Les deux mots d'ordre de ce congrès, c'est renouveau et rassemblement. Et ces deux mots d'ordre sont au service de la réussite de la fin du quinquennat. Le renouveau, on l'a porté avec Jean-Christophe Cambadélis, c'est la volonté de réouvrir le Parti socialiste, de le moderniser, de le rendre plus efficace, d'avoir un parti qui ferme la page de ses divisions, qui se regarde un peu moins le nombril et qui se tourne vers les Français. Et le rassemblement, c'est le rassemblement de la gauche, le dialogue avec les autres partis, mais c'est aussi lancer un message à ces dizaines, ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui se détournent des partis politiques, y compris du nôtre, mais qui n'ont pas perdu confiance dans le progrès, la justice sociale, l'égalité, ce qui au fond fonde la gauche. Dans ce climat d'unité, Christophe Borgel, à quoi va servir donc concrètement ce congrès? Il y a eu un vote de nos adhérents en amont du congrès pour définir l'orientation. Il y a donc une feuille de route. Cette feuille de route, c'est le renouveau, le rassemblement, la réussite de la fin du quinquennat
placé sous le signe de l'égalité après 3 années de redressement, la poursuite de la bataille pour la réorientation de l'Europe. Et donc cette feuille de route qui est donnée par le vote de nos militants, il faut maintenant la faire vivre. Et nous aurons cet après-midi un grand débat sur l'Europe avec la participation de nombreux partis socialistes et sociaux-démocrates européens. Nous aurons demain un débat avec un moment important avec l'intervention du Premier ministre qui viendra expliquer la politique du gouvernement, tracer les perspectives. Justement, dimanche, sur la politique du gouvernement, Christophe, de notre premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. sur la politique du gouvernement, à côté de l'Europe, il y a les problèmes économiques. La motion majoritaire emmenée par Jean-Christophe Cambadélis dit qu'elle veut infléchir sur certains points la politique du gouvernement. Donc il y a des points où le parti n'est pas en osmose avec le gouvernement. Non mais la logique de la motion majoritaire, c'est de dire nous avons un parti qui est exigeant, qui veut être dans le débat, mais qui est constructif et qui sera dans le soutien. La ligne rouge du débat dans le Congrès, que les militants ont tranché nettement à plus de 60%. C'est après le débat, s'il reste des points sur lesquels il y a des nuances, est-ce qu'on fait battre le gouvernement, comme certains ont pris la responsabilité de risquer de le faire à l'Assemblée, ou est-ce qu'on est dans le soutien? La motion majoritaire l'a dit, y compris la motion D conduite par Karine Berger le disait. On soutient le gouvernement. Donc oui, il peut y avoir des inflexions sur un certain nombre de thèmes, mais n'oublions pas que le Parti socialiste est le principal parti de la majorité parlementaire. Christophe Borgel, cas concret, qu'est-ce que vous dites aux signataires de la motion A, qui demandent par exemple des contreparties aux entreprises en matière d'emploi, par exemple, des entreprises qui ont bénéficié d'aides, 40 milliards d'euros jusqu'en 2017, grâce au pacte de responsabilité. Parmi les inflexions, le pacte de responsabilité au sein duquel il y a le crédit impôt, compétitivité, emploi. D'abord, ce que dit la motion A, c'est que la bataille pour la compétitivité de nos entreprises est un objectif justifié qu'il faut mener. De ce point de vue-là, aider les entreprises n'est pas quelque chose de honteux pour la gauche. Mais il faut que ça se fasse au service des objectifs, l'investissement, la formation, l'emploi, la montée en gamme des produits de nos entreprises. Et donc il y a une évaluation qui est prévue cet été à la rentrée. Sur la base de cette évaluation, nous ferons, si c'est nécessaire, une orientation plus directe des moyens qui restent à dépenser vers l'investissement, vers l'emploi, vers la formation. Ceci est inscrit dans la motion A. Ça fait partie des 3 inflexions demandées. Il y en a une autre sur la question de l'investissement et il y en a une troisième sur la question de l'avancée, l'engagement dans une réforme fiscale qui doit rendre notre système fiscal plus juste et plus lisible. Dernière question très, très rapidement. Un sondage OpinionWay pour Le Figaro dit que les militants PS disent que le meilleur candidat pour 2017, ce serait Manuel Valls, 42% pour le Premier ministre, contre 27% pour François Hollande. Ça vous inspire quoi ? Toujours dans le même sondage, 76% des militants PS... Toujours dans le même sondage, 76% des militants PS veulent des primaires, même si François Hollande annonce sa candidature. Vous êtes le monsieur élection. Est-ce qu'il va falloir passer par la case primaire ? Allez-y. Je crois que j'ai compris le sens de la question. Ce que ça m'inspire, c'est que j'attendais pas moins du Figaro que d'essayer de publier à l'ouverture de notre congrès un sondage qui vise à nous diviser. Ça fait 30 ans que je fais de la politique. J'ai jamais vu un sondage publié dans le Figaro qui vise à aider les socialistes. Et je comprends que pour un journal qui pense plutôt à droite, ils aient cette envie, puisque on va avoir un effet miroir entre la division et la brutalité de l'ambiance au congrès de l'UMP et l'unité et le rassemblement, même avec des débats, même avec des désaccords, qui va présider au sein du Parti socialiste. On n'est pas dans le temps de la présidentielle, il y a encore beaucoup à faire dans ce quinquennat. Pensons à la croissance qui revient, pensons à l'emploi. François Hollande c'est la logique des institutions, le candidat naturel, et nous verrons cela en temps et en heure. Merci Christophe Borgel pour cet éclairage. Merci et bon congrès. Un congrès donc à suivre sur les chaînes parlementaires tout au long de ce week-end. C'était une décision très attendue dans l'affaire Vincent Lambert. Vous vous en souvenez certainement, il avait été victime d'un grave accident de la route en 2008. Depuis, il est maintenu en vie dans un état végétatif. Aujourd'hui, la Cour européenne vient de dire que la décision d'arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielle de Vincent Lambert, prise dans le cadre de la loi Leonetti, est conforme au droit à la vie tel qu'il est défini par la Convention européenne des droits de l'homme. Marion Lefebvre-Becker, bonjour. Expliquez-nous cette décision de la CEDH.
Bonjour. Et alors, il y a 17 juges à la CEDH et c'est par 12 voix contre 5 que la Cour européenne des droits de l'homme a validé l'arrêt des soins à Vincent Lambert. Elle estime que la loi Leonetti, sur laquelle se sont appuyés l'équipe soignante et le docteur Carigé pour arrêter l'alimentation de Vincent Lambert, est compatible avec l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet article 2, en fait, il régit le droit à la vie. Pour le président de la Cour européenne des droits de l'homme, Dean Spielmann, je le cite, la Cour est arrivée à la conclusion que la présente affaire avait fait l'objet d'un examen approfondi où tous les points de vue avaient pu s'exprimer et où tous les aspects avaient été mûrement pesés, tant au vu d'une expertise médicale détaillée que d'observations générales. En fait, ils ont reçu un certain nombre de personnalités d'expertise pour prendre cette décision aujourd'hui. Et c'est la première décision de justice européenne en matière de droit à la fin de vie, Ahmed, et elle devrait faire jurisprudence. Marion, est-ce que c'est l'épilogue du drame familial ? Eh bien non, car les parents de Vincent Lambert restent fermement opposés à l'arrêt de l'alimentation de leur fils. La famille reste très divisée. Je vous propose d'écouter Rachel Lambert, l'épouse de Vincent, puis sa mère Viviane Lambert, à l'issue de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas de soulagement, il n'y a pas de joie à exprimer. Et pour reprendre une expression d'une des demi-sœurs de Vincent, on aimerait que sa volonté soit faite, quoi. C'est un scandale, on condamne notre fils. Nous sommes là pour s'en occuper, nous continuerons. Nous sommes scandalisés. Je suis très triste de la décision de la CEDH, bien sûr, mais nous nous battrons encore nuit et jour s'il le faut. Nous resterons aux côtés de Vincent et nous continuerons à nous battre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors vous venez de l'entendre, les parents de Vincent Lambert restent très déterminés à poursuivre leur combat. Ils vont faire valoir que le docteur Carigé, qui avait porté le processus d'arrêt des soins, d'arrêt de l'alimentation de Vincent Lambert, n'est plus en exercice aujourd'hui pour demander une nouvelle procédure collégiale pour se prononcer à nouveau sur la fin de vie de leur fils. Ils pourraient aussi se retourner devant la justice administrative en s'appuyant sur une évolution de la situation médicale de Vincent Lambert qui, selon eux, s'est remis à déglutir depuis quelques mois. Il demande une nouvelle expertise. Cette nouvelle procédure retarderait la fin de vie de Vincent Lambert, mais elle n'en changerait pas forcément l'issue, car toutes les juridictions françaises saisies devront tenir compte du jugement aujourd'hui de la Cour européenne des droits de l'homme. Marion Lefebvre-Becker, merci pour cet éclairage. Avec nous au téléphone, le député Les Républicains Jean Leonetti. En France, depuis 2005, les situations de fin de vie sont encadrées par la loi qui porte votre nom. Cette loi interdit l'acharnement thérapeutique, mais condamne l'euthanasie active. Cette décision aujourd'hui de la CEDH va dans votre sens, Jean Leonetti. Elle dit que votre loi est conforme au droit à la vie. Vous êtes satisfait aujourd'hui ? Satisfait, c'est un grand mot parce que on voit toujours un déchirement d'une famille autour du drame de la fin de vie d'un jeune homme. Néanmoins, c'est vrai, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme conforte l'arrêt du Conseil d'État et conforte donc la loi française. Et elle dit que cette loi est conforme à l'article 2 en particulier, qui définit le droit à la vie, qui est un droit opposable et un droit fondamental. Donc s'il y a un soulagement, c'est uniquement le fait de constater que la législation française, mais on le pensait bien quand même, est conforme aux droits de l'homme. Ensuite, les décisions, elles montrent que dans le contexte économique et médical que nous connaissons, avec une médecine qui est de plus en plus technique, de plus en plus performante, et qui, grâce aux évolutions, permet de maintenir en vie beaucoup de vies, mais qui, quelquefois, le fait dans des conditions qui interpellent à la fois le corps médical, mais aussi l'entourage Jean Leonetti, lui-même. Les parents de Vincent Lambert n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Ils ont déjà prévenu qu'ils mèneront d'autres batailles, notamment pour qu'une nouvelle décision médicale soit nécessaire. Est-ce que l'argument avancé par l'avocat des parents est recevable? Le chef de l'équipe médicale n'est plus en place. Il se réfère à votre loi pour faire une nouvelle procédure.
j'ai pas à juger. À titre personnel, je pense qu'il y a de l'acharnement juridique dans cette affaire et que malheureusement, il y a des souffrances des parents qui mériteraient plus qu'il y ait un dialogue approfondi plutôt qu'une bataille juridique qui se poursuit. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on puisse bien dire qu'il y a 20 000 cas par an d'arrêt des traitements de survie qui se déroulent selon une procédure où il y a une collégialité médicale qui fait des propositions et ensuite il y a un dialogue qui s'ouvre avec les proches, avec la famille. Je constate que ces 20 000 cas depuis 10 ans, ça fait 200 000 personnes chez lesquelles on n'a pas de manière anormale arrêté la vie, mais sur lesquelles on a évité de faire de l'acharnement thérapeutique, ce qui est bien l'objectif consensuel. Je rappelle que cette loi de 2005, elle est votée à l'unanimité. Donc oui, il y a un cas qui est allé devant les plus hautes juridictions, et les plus hautes juridictions françaises, Conseil d'État, et européennes, Cour européenne des droits de l'homme, ont confirmé que la loi française était conforme à ces droits. Donc je pense que ça, c'est la fin d'un épilogue aujourd'hui. L'épilogue, pour nous, législateurs, c'est de dire avec Alain Claes, on a déposé une nouvelle proposition de loi pour essayer d'améliorer encore le texte. Je pense que si on pouvait faire en sorte que les Français écrivent leurs directives anticipées, désignent des personnes de confiance, pour que ces personnes ou ces textes puissent être des appuis à la décision au moment où ils ne peuvent pas exprimer leur volonté, eh bien je pense que ça serait une source d'apaisement pour tous. Donc ensuite, je n'ai pas à juger de la douleur d'une mère ou de la décision de son avocat, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la loi de 2005 est conforme aux droits de l'homme et aux droits à la vie. Merci Jean Leonetti pour cette première réaction. Fin de semaine politique à gauche, on l'a dit, avec ce congrès au Parti Socialiste à Poitiers. Un début de semaine, lui, marqué à droite entre le congrès fondateur des Républicains et une première réunion de l'opposition autour de l'islam, c'était hier. Les premiers pas du parti Les Républicains avec quelques couacs racontés par Germain Andrieux. Samedi 30 mai, porte de la Villette, c'est l'heure de la refondation. Adieu l'UMP, bonjour les Républicains, un nouveau nom et un seul mot d'ordre pour Nicolas Sarkozy, le rassemblement. Les rivalités, les tensions sont pourtant bien présentes au sein de l'opposition. François Fillon sifflé par la salle lors de son arrivée. Musique identique avant l'entrée sur scène d'Alain Juppé. Le principal rival de Nicolas Sarkozy pour les primaires et 2017 refuse toute intimidation. Certains d'entre vous me sifflent. Certains. Ça me fait de la peine. Et ça ne change pas ma détermination. Vous êtes ma famille. Je resterai dans ma famille et mon action politique se déroulera toujours dans ma famille. Officiellement, le seul enjeu, ce sont les élections régionales en fin d'année, mais aucun leader de l'opposition n'est dupe, ce nouveau congrès n'est qu'une étape de plus dans la compétition pour 2017. Hier, la première convention thématique des Républicains s'est résumée à une réunion préparatoire à huis clos sur l'islam. Plutôt réticente, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui conserve sa place de numéro 2 du parti, est venue assister au débat, mais peu de ténors ont répondu présent. Surprise du côté du CFCM, après des hésitations internes, Dalil Boubaker est venu s'entretenir personnellement avec Nicolas Sarkozy. Nous avons voulu présenter à Monsieur le Président de la République la manière dont les musulmans souffrent d'un certain nombre de déclarations malvenues, d'un certain nombre d'amalgames, d'un certain nombre de considérations, d'un certain nombre de déclarations, et pas toujours dans un esprit, je dirais, de justice ou de reconnaître les efforts très importants d'intégration, notamment de nos jeunes. Gérald Darmanin, Henri Guénaud vont commencer à travailler sur des écrits pour essayer de voir comment on peut trouver le bon équilibre entre l'application des règles républicaines, les mêmes pour tout le monde, et le refus très compréhensible d'une image qui n'a rien à voir avec le terrorisme, avec le djihad et avec les extrémistes. Un rapport sera remis à Nicolas Sarkozy par Gérald Darmanin et Henri Guénaud. Il devrait être soumis à la discussion lors d'un prochain bureau politique. Des pics de chaleur attendus aujourd'hui et ce week-end. Le gouvernement reste vigilant. Marisol Touraine se dit prête à déclencher le plan canicule si besoin. C'est ce qu'elle a dit chez nos confrères d'ITélé. On écoute la ministre de la Santé.
Il n'y a pas de canicule, il fait chaud, il va faire chaud probablement ce week-end et pour cette raison, j'appelle bien sûr les personnes âgées, les personnes fragiles à être attentives, à boire régulièrement, à ne pas sortir en plein milieu de la journée, à ne pas faire d'exercice physique par exemple aux heures chaudes. Mais ça n'est pas la canicule, pour autant je suis très vigilante et les services de mon ministère sont très vigilants. Nous sommes en veille depuis le début du mois de juin, prêts à activer un éventuel plan canicule si jamais une canicule se présentait. Voilà, c'est la fin de ce journal. Au nom de tous ceux qui l'ont préparé, je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le bilan de la semaine politique, c'est avec Katia Guilder et Michael Zamès. Invité de Parlement Hebdo, Chantal Joanneau, la sénatrice UDI de Paris. Regardez.